C'est l'actualité, Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage à suivre également en vidéo et en direct sur la page YouTube de Radio J. À la une, en ce vendredi 31 janvier, les tensions sur le mont du Temple. Des incidents se sont produits à Jérusalem après la prière du vendredi en réaction au plan de paix américain. Un deal du siècle dont les premiers effets sur le terrain pourraient se faire attendre. Washington presse en effet les Israéliens de ne pas procéder à l'annexion rapide des implantations en Judée-Samarie. On y revient dès le début de ce journal. Également au sommaire, le retour à la maison de Naama Issachar, l'Israélienne qui purgeait une peine de 7 ans et demi de prison, a quitté la Russie hier, a été accueillie en grande pompe en début de soirée à Tel Aviv. On reviendra également sur la progression du coronavirus. Environ 200 Français ont été rapatriés tout à l'heure de Chine. Et puis, en seconde partie, notre invité sera le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Potier. Radio J. Matinée tendue tout à l'heure à Jérusalem, à peine la prière du vendredi terminée. Plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont manifesté sur le mont du Temple, reprenant des slogans nationalistes. Des affrontements ont rapidement éclaté avec les forces de l'ordre israéliennes qui cherchaient à disperser la foule. Incident mineur néanmoins, le calme a été rapidement restauré. Mais pour combien de temps ? Les responsables sécuritaires israéliens s'inquiètent depuis plusieurs jours d'une reprise des tensions à Jérusalem après le dévoilement du deal du siècle mardi. 2 Palestiniens ont été arrêtés mercredi après avoir tenté de poignarder un policier israélien sur le mont du Temple. Des troupes supplémentaires de l'armée israélienne ont été déployées ces dernières 48 heures en Judée-Samarie et à la frontière avec la bande de Gaza. Parmi les déclarations du président Trump qui ont semé une certaine confusion lors de la présentation de son plan de paix, il y a celle qu'il a formulée à propos de Jérusalem. La capitale israélienne doit-elle aussi devenir celle de l'État palestinien ? Les explications de notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Comment le président Donald Trump a-t-il pu affirmer à la fois que Jérusalem resterait la capitale indivisible de l'État d'Israël et que les États-Unis ouvriraient leur ambassade dans le futur État palestinien à Jérusalem ? C'est que le plan Paix pour la prospérité, élaboré par son administration, reprend la carte de Jérusalem et y compare ses limites municipales et le contour de la barrière de sécurité. Lors de la deuxième intifada, au début des années 2000, le gouvernement israélien avait décidé d'édifier un mur de béton qui pourrait freiner le passage des terroristes suicides qui venaient de Cisjordanie pour se faire exploser avec leurs bombes dans la capitale. Mais Jérusalem, on le sait, ne s'est pas urbanisée sur la totalité de sa surface. Après la guerre des 6 jours, Israël n'a pas seulement conquis la vieille ville et les quartiers arabes adjacents, il a étendu les limites municipales de Jérusalem jusqu'au faubourg de Ramallah au nord et jusqu'à Bethléem au sud. Et dans la partie nord se trouvaient plusieurs villages et camps palestiniens qui n'avaient jamais fait partie de la ville. Quand il a fallu établir le tracé du mur de sécurité, car à Jérusalem il s'agit bien d'un mur et non d'une barrière, il a été édifié en plusieurs endroits à l'intérieur de la ville en laissant de l'autre côté plusieurs de ces villages arabes. C'est le cas notamment d'Abu Dis, Kfar Akab et du camp de Chouafat, et c'est cette zone que le plan Trump propose de céder aux Palestiniens qui pourraient alors en faire leur Jérusalem et y établir leur capitale politique. Quant aux habitants arabes vivant à l'intérieur des limites municipales et de la barrière, ils auraient le choix entre demander la citoyenneté palestinienne, la citoyenneté israélienne ou conserver leur statut de résident israélien permanent. Selon les accords d'Oslo, les résidents arabes de Jérusalem ont déjà le droit de participer aux échéances électorales de l'autorité palestinienne qui doit en demander l'autorisation préalable à Israël. C'est leur seul lien avec l'entité politique palestinienne. Ce n'est pas la première fois qu'Abu Dis est évoqué comme une formule de compromis qui permettrait à l'entité palestinienne de prendre pied à Jérusalem sans pour autant s'approcher des autres quartiers arabes de la ville. Elle a évidemment toujours été rejetée par les Palestiniens qui exigent de reprendre toute la partie orientale de la ville qui était occupée par la Jordanie jusqu'en 67 et bien sûr d'obtenir la souveraineté sur le mont du Temple. Jérusalem compte parmi les enjeux les plus complexes du règlement du conflit israélo-palestinien, d'autant qu'il comporte aussi l'aspect religieux et les revendications sur les lieux saints musulmans. Il faut rappeler à ce propos que la Jordanie dispose d'un statut spécial sur le mont du Temple en vertu du traité de paix signé avec Israël en 1994, même si la souveraineté y reste celle d'Israël. Dans l'éventualité assez peu probable où les Palestiniens prendraient en considération la formule proposée par les États-Unis, ils escomptent que les pays arabes appuieront au moins leurs revendications sur l'esplanade du mont du Temple, ce qu'Israël n'acceptera pas.
Alors, faut-il s'attendre maintenant à une prochaine escalade au Proche-Orient ? Tout dépendra des gestes politiques du gouvernement israélien, estime-t-on au sein de l'armée et du Shin Bet. C'est aussi l'avis de Washington. Les Américains font pression depuis mercredi sur les Israéliens pour ne pas décider d'annexer immédiatement les implantations de Judée-Samarie sur lesquelles s'appliquerait la souveraineté israélienne selon le deal du siècle. Les messages de l'administration Trump ont été contradictoires sur le sujet. Le conseiller du président Jared Kushner a appelé le gouvernement israélien à reporter ses projets au moins jusqu'aux élections du 2 mars en Israël dans une interview à CNN. Un appel à la patience auquel n'avait pas souscrit un peu plus tôt l'ambassadeur américain en Israël. Pour David Friedman, que je cite, Israël ne devrait pas attendre du tout pour annexer ses implantations. Le sujet est largement commenté par les médias israéliens du jour. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Et justement, ce dossier de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les localités de Judée et Samarie fait la une du Israël Hayom et du Yediot Aharonot. Le Yediot parle de l'embarras israélien face au coup de frein très net donné par l'administration américaine autour du vote par le gouvernement Netanyahou de la mise en application de cette souveraineté. Shimon Shifer, le vétéran des analystes politiques du Yediot, écrit ce matin dans le quotidien que Netanyahou ne dispose plus de joker politique qui lui permettrait de remporter les élections. Son périple à Washington puis à Moscou devait rappeler à l'électorat israélien sa dimension de chef d'État et que lui seul est capable d'être à la fois aussi proche de Donald Trump que de Vladimir Poutine. Mais Jared Kushner a tempéré l'enthousiasme de Netanyahou et l'a conduit à comprendre que Washington n'accepterait pas l'annexion immédiate des localités juives et qu'il n'était pas possible, comme l'aurait souhaité Binyamin Netanyahou, de mettre en application une clause de ce plan de paix au détriment d'une autre. Boaz Bismuth, en manchette du Israël Hayom, ne semble pas lui s'embarrasser de ces remontrances américaines et il titre son éditorial ainsi « En route vers la souveraineté ». Poursuivre sur la voie, mais avec les Américains, écrit ce matin Boaz Bismuth, qui affirme que ce plan Trump marque un tournant. Au lieu de la paix maintenant, l'annexion maintenant. Et il se fait l'écho du coup de frein américain, tout de même, en affirmant « Oui, il faut aspirer à instaurer la souveraineté israélienne sur les localités de Judée et de Samarie, mais il est souhaitable de ne pas exercer de pression sur le président américain. Il est préférable de poursuivre en coordination avec lui. » Dans le Haaretz et dans le Maariv, l'interrogation est la même. Les proches du Premier ministre vérifient actuellement avec des membres haut placés de l'administration Trump quelle est la position de cette administration à propos de l'instauration prochaine de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives de Judée et de Samarie. Et le site Ynet, le site d'information le plus célèbre en Israël, affirme que l'entourage du Premier ministre a tendance à minimiser cette tension actuelle avec l'administration Trump. Enfin, dans le Makor Rishon, proche de la droite israélienne, le rédacteur en chef du journal, Haggai Segal, affirme que le gouvernement ne doit pas attendre et instaurer immédiatement la souveraineté israélienne sur les localités juives, tandis que son adjointe, Orly Godklang, elle affirme que le plan Trump met fin à une injustice et souligne le fait que les États-Unis se tiennent aux côtés de la seule démocratie du Proche-Orient. Mais au-delà, écrit-elle, le plan Trump vient indiquer que les implantations ne sont pas un obstacle à la paix. Nahama Issachar est de retour à la maison. L'Israélienne a atterri hier un peu avant 17h à Tel Aviv après 7 mois d'incarcération. Âgée de 27 ans, elle avait été condamnée à une peine de 7 ans et demi de prison par un tribunal à Moscou pour possession de 9,5 grammes de cannabis. Nahama Issachar a quitté la Russie dans l'avion du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui s'était entretenu un peu plus tôt avec Vladimir Poutine. Le président russe a accordé une grâce présidentielle à la détenue et les observateurs israéliens s'interrogent toujours sur le prix exigé par Moscou pour cette libération. Benyamin Netanyahou en tout cas assuré hier qu'il importait de solder cette affaire qui aurait pu, je cite, affecter les intérêts vitaux israéliens en cas de tension continue avec la Russie. Et puis, un dernier mot sur cette actualité diplomatique avec un sondage. La présentation du deal du siècle, pas plus que la libération de Nahama Issachar, ne change visiblement la donne pour les élections du 2 mars en Israël. C'est ce qu'indique un sondage. Jérusalem Post Maariv paru ce matin. Le Likoud gagne un siège, mais reste derrière le mouvement centriste Kahol Lavan, qui demeure en tête des intentions de vote avec 36 sièges contre 33 pour le parti de Benyamin Netanyahou. En termes de bloc, c'est une égalité parfaite. 56 sièges de chaque côté, pas de majorité donc en vue pour Benny Gantz et Benyamin Netanyahou, à moins de convaincre Avigdor Lieberman de les rejoindre. On marque tout de suite une pause et on se retrouve dans un instant pour parler du regain d'antisémitisme en France avec notre invité Frédéric Potier.
Bonjour Frédéric Potier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA. Frédéric Potier, le ministère de l'Intérieur a publié il y a quelques jours le bilan des actes racistes en France et la tendance est malheureusement à la hausse. 1142 faits comptabilisés en 2019, plus 130% par rapport à l'année 2018. Avant de regarder dans les détails ces chiffres, notamment évidemment en matière d'antisémitisme, qu'est-ce que cette hausse dit de l'état de la société française ? Alors je crois que ces chiffres confirment l'état de crispation de la société française avec des poussées identitaires de toutes sortes qui aboutissent à rejeter la tolérance, rejeter la diversité, rejeter la fraternité. Et donc on retrouve sur tout le territoire national une augmentation à la fois des actes racistes, xénophobes, antisémites et anti-musulmans. Donc on a vraiment affaire face à une vague, une nette poussée et pas simplement à quelque chose qui serait spécifique à l'antisémitisme comme c'était un peu l'impression qu'on pouvait avoir l'an dernier. Une hausse qui est donc principalement liée à la crispation identitaire en France, mais qu'on retrouve également dans un certain nombre de pays occidentaux. Absolument, c'est pas un sujet spécifique à la France, c'est pas un folklore franco-français. Cette poussée identitaire, ces extrémismes, on les retrouve dans d'autres démocraties. Je pense aux États-Unis. On a tous en mémoire les attaques contre les synagogues de Pittsburgh, de San Diego, les récentes attaques dans le New Jersey, à New York. Mais la situation ne va pas beaucoup mieux en Allemagne. On pense aussi à l'attaque de la synagogue de Halle. Et donc et la poussée de l'AfD, le parti extrême droite. Absolument, avec presque une centaine de députés. Et donc nos correspondants allemands sont extrêmement inquiets de cette progression des identités de l'extrême droite qui peut avoir des formes très différentes, évidemment, selon les pays, mais qui est là. Et que peuvent faire les pouvoirs publics face à cette crispation identitaire qui est devenue un véritable enjeu politique et peut-être demain électoral en France ? Alors je ne crois pas que ce soit un enjeu électoral, c'est un enjeu politique, un enjeu de société, un enjeu républicain évidemment. Et à l'évidence, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de recette miracle. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, on va éradiquer le racisme ou l'antisémitisme. Mais par contre, ce qu'on peut faire, et il n'y a pas de résignation à avoir, c'est engager un certain nombre d'actions. Et nous, à la DILCRA, avec toute l'équipe que j'ai autour de moi, on essaye vraiment de sortir d'un discours moralisateur qui viendrait d'en haut, qui dirait simplement « c'est pas bien, il ne faut pas faire ça », pour aller davantage vers le soutien d'actions de terrain. Et donc cette année, en 2019, on a soutenu à peu près 900 structures au plus près des territoires, en lien avec les préfets. Ça peut être des interventions en milieu scolaire, ça peut être des événements culturels, ça peut être des rencontres sportives. Il faut aussi investir les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, le combat, il se fait beaucoup là. On va en reparler. Mais c'est vraiment une palette d'actions qu'il faut mettre en place avec, je crois, évidemment, au cœur de ces actions, l'éducation, la formation. Nous avons mis en place avec Jean-Michel Blanquer une équipe nationale que nous copilotons qui permet aux enseignants, aux chefs d'établissement de nous saisir de tout acte raciste ou antisémite. Et l'idée, c'est pas simplement de laisser les professeurs seuls avec leurs difficultés, c'est de leur dire quand vous avez des difficultés, ne les laissez pas sous le tapis, signalez-les et on va vous aider. Justement, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, regrette une banalisation de cette haine raciste. Cette banalisation, elle est un peu là au sens où chaque année, on a des chiffres extrêmement élevés et chaque année, on est tous mobilisés contre l'antisémitisme. Après, quand on regarde un peu dans le détail ces chiffres-là, ce qu'on observe aussi, c'est que ce sont beaucoup les menaces qui augmentent. Ce sont les menaces, les insultes et pas les agressions contre les personnes ou pas les dégradations contre les biens qui, elles, sont en nette diminution. Et donc, moi, j'y vois une petite note d'espoir, mais je ne vais pas m'en satisfaire, évidemment. Simplement, pour revenir aux menaces, c'est que peut-être qu'aujourd'hui aussi, on porte davantage plainte, on signale davantage des faits qui, il y a quelques années, seraient restés non signalés. Donc moi, j'y vois aussi une forme de progrès. C'est difficile de faire la part de tous ces facteurs-là, mais je ne crois pas qu'il y ait de banalisation au sens où il y aurait une forme d'indifférence. Au contraire, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a un vrai traitement par les forces de police et de gendarmerie de ces actes antisémites. On va parler de chiffres plus précisément maintenant. Ces 2 dernières années, le racisme déclinait en France, en tout cas selon le bilan annuel de la place Beauvau, jusqu'à 2019. Ce qui est constant par contre, c'est le niveau d'antisémitisme. Non seulement il se maintient à un haut niveau, mais il progresse, plus 27% en 2019, après un bond de 74% l'année précédente. Cela représente 687 faits, des chiffres très importants, très inquiétants, malgré la communication et l'action des pouvoirs publics. Et par ailleurs, malgré le relatif calme au Proche-Orient, dans le conflit israélo-palestinien, à la différence de ce qui s'était passé au début des années 2000 avec l'importation en France de la seconde intifada. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Alors, tout d'abord, il y a toujours un lien, même indirect, entre la situation au Proche-Orient et le niveau de l'antisémitisme. Il y a plusieurs études de sociologues ou d'historiens qui ont réussi à montrer ça. Et c'est vrai que la poussée très nette de l'antisémitisme à laquelle on fait tous référence, c'est 2000-2001. Là, vraiment, on a eu une très grande poussée. Peut-être qu'à l'époque, les pouvoirs publics n'ont pas pris toutes les mesures qui s'imposaient. C'est ce que notamment avait montré dans un livre Jérôme Fourquet. Absolument. Et Sylvain Maternac. Absolument. Une très belle, très intéressante étude. Donc oui, il y a cette corrélation avec la situation au Proche-Orient, mais je pense qu'elle n'explique pas tout. Et je pense que même si nous avions une situation parfaitement calme au Proche-Orient, même si tous les problèmes géopolitiques étaient réglés, je pense que nous aurions quand même de l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme est évidemment relié à l'image d'un bouc émissaire. Et vous avez des pays en Europe de l'Est, par exemple, où il n'y a plus du tout des communautés juives très réduites, je pense à la Pologne ou à d'autres pays, mais il y a quand même un antisémitisme presque systémique qui est là. Et donc, voilà, moi je suis évidemment toujours attentif à ce qui se passe au Proche-Orient, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre journal, mais je pense que ça n'explique pas tout, et surtout ça ne doit pas nous empêcher de faire des choses. On ne doit pas se dire ah là là, c'est calme au Proche-Orient, il faut lever le pied. Non, je pense qu'il faut redoubler d'efforts, évidemment. D'autant plus que les chiffres sont malgré tout très élevés en dépit de ce relatif calme au Proche-Orient. Ils sont d'autant plus élevés. Alors, ils étaient très concentrés sur l'année 2019, sur le début de l'année 2019, c'est surtout le premier trimestre, que moi, je relie aussi avec les événements dits des Gilets jaunes. Nous avions, vous en souvenez, beaucoup de banderoles, de slogans. À l'époque, moi, je les avais dénoncés, très clairement. Beaucoup d'attaques personnelles, d'ailleurs, à l'égard du président Macron, en rappelant le fait qu'il avait travaillé pour la banque Rothschild. Et donc, je crois que ce niveau de menace, ce niveau d'insulte, il nous a tous interloqués. Moi, j'y ai répondu. Est-ce que, pour autant, la baisse qu'on a pu observer en fin d'année va se continuer ? Je l'espère, mais je resterai prudent. Vous l'avez dit tout à l'heure, les atteintes aux personnes ont reculé de 44% par rapport à 2018, ce qui est très positif. Mais pourquoi une telle différence avec le niveau des menaces qui, lui, a augmenté de 50% en un an ? Parce que je pense que nous vivons dans un contexte de très forte anxiété, de très forte inquiétude, et que les crispations identitaires que nous avons évoquées tout à l'heure, qui peuvent d'ailleurs être véhiculées par certains médias, évidemment pas à cette antenne, mais le fait de dénoncer des groupes, de les mener les uns envers les autres, je crois que ça installe quelque chose qui peut amener à beaucoup de paroles dangereuses, beaucoup de propos stigmatisants. Et donc moi, j'explique cette poussée des menaces par ça, par ce climat de tension qu'il faut essayer de conjurer, et c'est pas facile évidemment. Est-ce qu'il faut s'habituer à ce niveau élevé d'antisémitisme en France ? Moi, je ne souhaite pas qu'on s'y habitue. Non, pas le banaliser. Mais non, j'ai bien compris votre question. Il ne s'agit pas de banaliser, il ne s'agit pas non plus de s'y habituer. Il faut, par contre, y répondre. Parfois, c'est des mesures sécuritaires, et elles sont là depuis la vague d'attentats de 2015, et probablement qu'on peut toujours améliorer ces mesures-là. Mais il y a un principe de réalité. Moi, je souhaiterais évidemment qu'on puisse ne plus avoir besoin des forces de protection devant les écoles, devant toutes nos écoles d'ailleurs, devant les lieux de culte. Hélas, je pense qu'on en a encore besoin, parce que la menace terroriste, elle est là, elle est très élevée, et donc il n'y a pas de raison de désarmer, entre guillemets, compte tenu du contexte actuel. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne que d'autres responsables, notamment aux États-Unis, s'inspiraient de la manière dont les Français luttaient contre l'antisémitisme pour se confronter à leurs propres problèmes. Oui, je crois qu'en France, nous avions peut-être une longueur d'avance dans les problèmes, et donc peut-être qu'on a une toute petite longueur d'avance sur les réponses à apporter. Et quand je dis ça, là encore, moi je le fais avec beaucoup de modestie et beaucoup d'humilité. Il se trouve que le gouvernement français a depuis maintenant 8 ans créé une structure que moi j'ai la chance et l'honneur d'animer, qui est donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et donc nous pilotons, nous animons une politique vraiment transversale qui fait intervenir l'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Nous sommes en charge de la formation de policiers, de magistrats. Nous apportons des financements. Je fais, moi, un gros travail aussi de pédagogie, et merci encore une fois de m'inviter sur cette antenne. Et donc je crois que cette identification et le fait de confier à une structure une politique très identifié, avec un plan national porté au plus haut niveau par le Premier ministre, fait que ce modèle-là, il est intéressant. La Commission européenne nous pointe plutôt comme un modèle. Maintenant, j'entends tous ceux qui nous disent c'est très bien tout ça, mais il faut des résultats. J'en suis absolument d'accord, et c'est pour ça que nous engageons des actions. Si ça marche, il faut les amplifier. Si ça marche pas, eh bien, il faut là aussi en tirer les conséquences. Ces résultats, vous les interprétez comme
comme un constat d'échec ? Non, parce que moi je pense que dans le nombre de plaintes et de signalements, il y a aussi ce travail de formation. Maintenant, je pense que les policiers, les magistrats, les gendarmes sont plutôt bien formés et qui comprennent que quelqu'un qui vient porter plainte pour un acte d'antisémitisme, même si c'est une insulte, même si c'est pas une agression physique, eh bien c'est quelque chose d'essentiel et que il faut pas le laisser passer, il faut prendre cette plainte. Et donc j'interprète aussi l'augmentation des menaces par ce travail de formation. Mais c'est très difficile, évidemment, de faire des liens directs entre ces actions qui peuvent être protéiformes, je pense aux actions de sensibilisation auprès des plus jeunes, et des résultats en termes de chiffres. Ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être une génération, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ces chiffres, je les interprète comme un appel à redoubler d'efforts. C'est comme ça que je les interprète. L'un des terrains d'expression de l'antisémitisme et du racisme aujourd'hui, il y a Internet, notamment les réseaux sociaux. L'Assemblée nationale a voté il y a une dizaine de jours une proposition de loi portée par la députée LREM Laetitia Avia. Le texte prévoit un meilleur ciblage des contenus haineux en ligne. Sont visées les incitations à la haine, à la violence, les injures à caractère raciste ou encore religieuse. Frédéric Pottier, le texte initial a suscité beaucoup de réserves, notamment de la part de la communauté européenne. Est-ce qu'il vous convient néanmoins dans sa version finale ? Alors oui, moi, il me convient très bien dans sa version finale. Et dans cet article premier, vous auriez pu ajouter le négationnisme, puisque c'était un manque du texte initial qui a été complété par la députée Laetitia Avia, d'ailleurs suite à des échanges très, très directs, très francs, avec un certain nombre d'associations. Je pense au CRIF, qui nous avait interpellés. Et ce texte-là, il est d'inspiration allemande. C'est-à-dire que les Allemands ont voté une loi il y a 2 ans qui posait des contraintes de modération beaucoup plus fortes pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en Allemagne, lorsque un contenu manifestement illégal est signalé par un internaute, la plateforme numérique a 24 heures ou 48 heures pour le retirer. Sous peine ? Sous peine de sanction. Et la sanction, elle est assez élevée puisque c'est 50 millions d'euros d'amende. Donc, on n'est quand même pas sur des petits montants. Et donc, cette inspiration allemande, on l'a, nous, évidemment reprise dans la loi française. Et donc, les sanctions, elles sont aussi élevées en France. Et donc, dans la proposition de loi, c'est 4% du chiffre d'affaires. Et donc, 4% du chiffre d'affaires mondial, quand vous appelez Facebook, Twitter ou YouTube, et bien évidemment que c'est pris en compte. Donc les discussions que nous avons eues avec les acteurs du numérique, elles ont été assez franches et cordiales, comme on dit chez moi dans le sud-ouest. Mais je pense que ce texte, il est nécessaire. Il est nécessaire. Les critiques de la Commission européenne que vous avez mentionnées, elles sont... moi, je les comprends parce que, au fond, nous, Français, nous avons légiféré parce que nous étions inquiets de la situation. Les Allemands ont fait de même. Si demain, il y a 27 ou 26 textes nationaux, ça sera très compliqué pour une plateforme comme Google de pouvoir y répondre. Et la Commission européenne qui est chargée de l'homogénéité du marché intérieur, du fait que la libre concurrence ne soit pas freinée à travers les pays, évidemment, s'en est inquiétée. Mais elle a aussi proposé des choses intéressantes. La nouvelle présidente de la Commission européenne a proposé une législation européenne. Eh bien, nous disons très bien, nous adoptons notre texte et quand le texte européen rentrera en vigueur, eh bien, nous retirerons le texte national. Et vous espérez que cette nouvelle législation française, donc votée la semaine dernière, aura des effets concrets sur le terrain assez rapidement ? Oui, moi j'en suis assez persuadé. Ce texte devrait entrer en vigueur au cours de l'année 2020. Je ne peux pas préjuger, moi, du calendrier parlementaire, mais je suis assez persuadé que nous aurons une modération beaucoup plus efficace de la part des réseaux sociaux. Certains ont déjà fait des efforts conséquents, je pense à Facebook, il faut le dire, quand il y a des comportements positifs, il faut les signaler. Mais une autre plateforme comme Twitter, par exemple, on est très 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 loin du niveau de modération qu'on est en droit d'attendre. On trouve vraiment beaucoup d'insultes, beaucoup d'incitations à la haine et à la violence. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit, dans le texte de loi, de contenus manifestement illégaux. On n'est pas sur des contenus gris, on n'est pas sur des choses qui pourraient prêter à débat. On est vraiment sur l'insulte caractérisée ou l'appel à violence caractérisé. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup sur Twitter. Alors, on en trouve beaucoup et moi, je fais beaucoup de signalements au titre de l'article 40 du Code pénal. C'est-à-dire que j'écris moi-même au procureur de la République pour lui dire j'ai vu sur la toile tel ou tel message ou on m'a signalé et je m'en fais le relais. Il faut engager des poursuites contre telle personne parce que vraiment, il y a des propos très dur, très très dur. Est-ce qu'il y a un lien très fort entre ces messages haineux en ligne et les passages à l'acte raciste ? Oui, moi j'en suis persuadé. Il y a un vrai continuum entre les discours de haine et les actes de haine. Et quand on regarde le profil des auteurs des attaques en Allemagne et aux États-Unis, il y a beaucoup de
de temps passé sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps passé à regarder des vidéos complotistes, négationnistes, violentes. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans les manifestes qui ont été publiés, notamment, je pense, par l'auteur de l'attaque contre la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc là, on n'est pas sur l'antisémitisme, mais on est aussi quand même sur le rejet de l'autre. Eh bien, il y avait la référence à un certain nombre de théories et d'auteurs dont tous les contenus peuvent être trouvés sur Internet. Frédéric Potier, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Tout de suite, une courte page publicitaire. On se retrouve pour la dernière partie de votre journal.